Le visage strié de sang, le poing levé, comme pour défier la mort qui vient de le frôler. Ce 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump vient de commencer son discours, quand soudain, des coups de feu claquent. Trump est blessé. Autour de lui, c'est la panique. Mais très vite, le candidat se relève. Les images sont folles. Vous vous souvenez, fight, fight, fight. Dans le plus grand désordre, les agents du Secret Service évacuent Donald Trump. Sa blessure est légère, à peine une égratignure, mais il s'en est fallu d'un rien. Il s'en tire, c'est un miracle. C'est un miracle parce qu'à la toute dernière minute, il tourne légèrement la tête, mais d'un rien. Parce qu'il est en train de regarder un écran géant où ont été dessinées les jauges d'entrée de migrants. Avant d'être abattu, le tireur a eu le temps de tuer un spectateur et d'en blesser 3 autres. C'est un gamin d'à peine 20 ans, sans opinion politique connue, auquel son père venait d'offrir un fusil automatique, ce fléau de l'Amérique. Trump, lui, a senti d'instinct tout le profit qu'il allait tirer de cette tentative d'assassinat. C'est tombé pour Donald Trump comme une sorte de chance pour lui, pour montrer qu'il était bien une victime et que non seulement on voulait l'abattre politiquement, qu'on voulait l'abattre judiciairement, mais qu'on voulait même l'abattre physiquement. Et d'ailleurs, dans les sondages, dans les jours qui suivent, on voit une envolée de Trump. Il ne faut pas oublier que les Américains, ils veulent quelqu'un qui les dirige, au fond, quelqu'un qui en a. Et là, il a montré qu'il en avait. I will make America safe again on day one of my new administration. Alors, je vous ai manqué. 4 ans après, il maintient que cette élection lui a été volée. Le grand soir, ce sera en novembre, quand nous allons reprendre notre pays. Il est dans une campagne extrêmement agressive à l'égard de sa concurrente. Elle a vraiment un quotient intellectuel très bas. Et on n'a pas besoin de ça. Trump est un peu perdu. On a changé son adversaire. Et lui, il faut qu'il change de stratégie. Ce qui peut l'arrêter, c'est sa propre outrance. Ce sont ses propres mensonges à répétition. C'est un adolescent vindicatif. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Vous faites pas le poids, ne me parlez pas comme ça. Trump, c'est une marque politique. C'est l'outrance, c'est l'hystérie. Jamais vu un juge si partial. La course est très serrée. Trump peut l'emporter. We are going to make America great again. Welcome the next president of the United States. 15 juillet, 2 jours après Butler, s'ouvre à Milwaukee la convention républicaine. Pour Trump, c'est l'heure du sacre. Lorsque, dans la soirée, il apparaît sur les écrans géants, on le voit d'abord arriver en backstage avec son pansement sur l'oreille, il y a une clameur dans cette immense aréna, une clameur incroyable. 50 000 personnes qui communient avec leur champion. Certaines arborant sur l'oreille un pansement, tel un signe de ralliement. Pour la première fois, on sent un Trump presque ému, lui-même, qui sent en effet cette clameur, cette ferveur. C'est rare de voir Donald Trump ne pas être dans son rôle. L'ambiance est électrique, c'est formidable. Ça m'a mis la larme à l'œil. Il y a 2 jours, il a manqué de se faire tuer.
Il s'est relevé et il a crié « Battez-vous ». Et maintenant il est là et il veut le faire savoir. Ça me donne des frissons. Le sang coulait de partout. Et pourtant, d'une certaine façon, je me sentais en sécurité parce que Dieu était de mon côté. C'est assez stupéfiant de voir à quel point cette idée d'une protection divine, elle est dans toutes les bouches. Vous avez une bonne partie de ses fans, de ses supporters, qui voient quasiment un message christique. C'est un miracle. Il a été sauvé par la grâce de Dieu. Et qui voit en lui, finalement, une figure messianique pour la politique américaine. C'était déjà le cas en 2016. Ça l'est encore plus, évidemment, après cette tentative d'attentat. Trump présente son colistier, J.D. Vance. 40 ans, d'origine modeste, il est sénateur de l'Ohio. Il est surtout le représentant de cette nouvelle droite américaine qui s'est donnée à Trump. Ils n'arrêtent pas de dire que je suis une menace pour la démocratie. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait contre la démocratie? La semaine dernière, j'ai pris une balle pour la démocratie. La convention, c'est ça, c'est le sacre de Trump. Il arrive d'un seul coup à imposer cette nouvelle image, celle d'un homme qu'on cherche à abattre et qui se relève et qui continue à combattre pour les Américains. On a l'impression qu'il marche sur l'eau. C'est le Messie qui revient. À ce moment-là, on se dit que l'élection est jouée. Qui l'aurait parié quelques mois plus tôt, quand Trump se faisait tirer le portrait au pénitencier de Fulton, en Géorgie? Cette photo, elle restera dans les annales. C'est une photo de cinéma. On a un prévenu extrêmement combatif. Il a vraiment l'air d'un taureau qui va se précipiter dans l'arène. Moins d'un an, sépare ces deux images, celle du miraculé et celle du repris de justice. L'homme aux 90 inculpations, accusé d'avoir voulu inverser le résultat de la présidentielle de 2020. Pour comprendre, il faut remonter 4 ans en arrière, en novembre 2020, quand les grands médias annoncent la victoire de Joe Biden. Persuadé d'être réélu, Trump n'accepte pas sa défaite. C'est un moment très triste. Pour moi, le moment est très triste. Les Américains sont victimes d'une arnaque. C'est une honte pour notre pays. Nous étions sur le point de gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection. Très vite, ils disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'explique-t-il, il y a des États qui ont été perdus qui ne peuvent pas être perdus. Et je crois qu'il est sincère dans un premier temps quand il parle de fraude, et des gens autour de lui lui parlent de fraude aussi. Donc il va reprendre cela. Chez les Républicains, il y en a quand même un certain nombre qui disent « bah oui, effectivement, Joe Biden a gagné, et voilà, fin de l'histoire ». Mais du côté des Trumpistes les plus durs, cette reconnaissance de la victoire de Joe Biden ne vient toujours pas. Je pense que nous allons déposer de nombreux recours, tellement nous avons de preuves. Ça va remonter jusqu'à la plus haute juridiction, sans doute. Nous verrons, mais il va y avoir des recours. Nous ne pouvons pas nous laisser voler l'élection comme ça. Pendant les 2 mois qui vont suivre, Trump et ses conseillers vont tout faire pour modifier les résultats. Donald Trump s'active tous les jours, beaucoup. Il travaille beaucoup plus qu'il n'a travaillé pendant sa présidence pour rester au pouvoir. Il n'a qu'une obsession, il va rester au pouvoir, il ne quittera pas la Maison-Blanche. Dans plusieurs États clés, les hommes de Trump font pression sur les gouverneurs pour les forcer à recompter les bulletins. Nous avons dû recompter 6500 bulletins. En Géorgie, Trump fait pression sur le gouverneur républicain et son secrétaire d'État, Brad Raffensperger. Le 2 janvier 2021, il prend lui-même son téléphone. Pendant plus d'1 heure, il tente de convaincre l'élu de Géorgie de lui trouver 11 000 voix. C'est l'écart qui le sépare de Biden dans cet État clé. Il s'est d'ailleurs beaucoup énervé et comme ça devenait très très pesant pour les personnes en question, elles ont enregistré la conversation. Et l'échange est à peine croyable.
If we could just go over some of the numbers, I think anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't. No, you don't. Okay. Whatever. It's a disaster. It's a disaster. Because you know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. I need 11,000 votes. Give me a break. Qu'un président en exercice appelle un fonctionnaire d'un État fédéré pour lui dire « il faut me trouver des voix en plus », c'est juste inimaginable. À l'évidence, il a essayé de truquer les résultats, mais il l'a fait de manière tellement maladroite qu'on en est, je dirais, on en est ahuri. Pendant 2 mois, Trump mobilise ses partisans. Manifestation monstre, jusque dans les rues de la capitale fédérale. Toute cette période permet aux Trumpistes de se renforcer dans leur conviction de cette histoire invraisemblable qui est d'une élection truquée. On voyait les chiffres de vente d'armes monter en flèche. Donc bien entendu qu'on était quand même relativement inquiet sur la possibilité de violence. Un mouvement de protestation qui culmine le 6 janvier 2021, le jour où le Congrès se réunit pour entériner la victoire de Joe Biden. Nous allons maintenant procéder au compte des votes des derniers États. Ce jour-là, il y avait une manifestation qui était prévue à Washington et un discours de Donald Trump qui devait justement s'adresser à la foule. Ce mercredi 6 janvier, le temps est couvert sur la capitale. Ce qui n'a pas empêché des milliers de partisans du président sortant d'affluer de tous les États-Unis. Nombre d'entre eux étaient des gens très pacifistes, c'était des familles, c'était effectivement des gens qui parfois n'étaient jamais venus à Washington. Il sera notre président pour les 4 prochaines années, je vous le garantis. Trump les a conviés à venir sauver l'Amérique. Dans un discours enflammé, il répète en boucle que l'élection leur a été volée. Nous ne renoncerons jamais, nous ne céderons jamais. Vous ne pouvez pas céder lorsqu'il s'agit d'un vol. Puis, il les incite à marcher sur le Capitole. Vous ne récupérerez jamais votre pays si vous êtes faible. Vous devez être fort. Et maintenant, nous allons nous mettre en marche. Et je serai à vos côtés. Nous allons marcher. Nous allons marcher où vous voudrez. Mais à mon avis, vers le Capitole. Le discours est incroyable. Enfin, c'est un appel à la force. Il n'y a aucun doute que Donald Trump était décidé à marcher sur le Capitole, comme il l'a dit. Il est monté dans sa voiture, sa fameuse Beast, et il y a eu un conflit dur avec les gardes du corps qui ont dit « Monsieur le Président, non, on n'y va pas ». Est-ce qu'il a imaginé que ça allait se passer comme ça je ne sais pas. Mais on s'est dit, il a franchi un degré supplémentaire et vraiment rien ne l'arrête. La suite appartient à l'histoire. Nous n'allons pas accepter la tricherie. Nous devons envoyer un message clair au Congrès. Des milliers de manifestants prennent d'assaut le Capitole. C'est très important pour nous d'être là aujourd'hui et de montrer ce que l'Amérique pense de tout ça. Nous n'allons pas rester les bras croisés et les laisser nous voler notre élection. Nous voulons reprendre notre pays. Ils veulent nous empêcher d'entrer, mais c'est notre maison. Très vite, les forces de l'ordre sont débordées. On a besoin de renforts au Capitole.
Il y a une dimension presque de profanation, parce que le Capitole, c'est le sanctuaire de la démocratie américaine. C'est comme une église, c'est un lieu sacré. C'est le bâtiment le plus haut dans la ville de Washington. Imaginer qu'on va attaquer le Capitole, c'était juste absolument inconcevable. Donc en effet, les forces de l'ordre n'avaient pas pris de mesures particulières. Une partie du bâtiment est envahie et livrée au saccage. C'est la faute du gouvernement. Nous, on a toujours été de bons citoyens. On respectait la loi jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes responsables. Et ces gens-là qui vont commettre cela, je pense, pour certains d'entre eux, ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire, tellement ils ont été chauffés à blanc par Donald Trump. L'occasion fait le larron. Il n'y avait pas de plan, c'était pas un coup d'État, c'était vraiment une sorte l'expression d'une colère. L'émeute va durer plusieurs heures et faire 5 morts, 4 manifestants et un policier. Et on a assisté à des scènes d'insurrection incroyables, puisqu'ils s'en étaient à quelques dizaines de mètres de Mike Pence ou de Nancy Pelosi, la speaker. Les élus sont paniqués parce que plusieurs pensent qu'ils vont mourir. Donc on a eu des témoignages où ils étaient cachés sous les bureaux, ils ont essayé de bloquer les portes pour empêcher les émeutiers d'entrer. Ils ont cassé la vitre. Restez au sol. Restez tous au sol. Pendant toute l'après-midi, on attendait le signal de Donald Trump demandant aux manifestants de quitter les lieux. Trump est rentré à la Maison-Blanche. Selon ses proches, il est scotché devant les chaînes d'infos qui retransmettent l'événement, comme hypnotisé par les images d'une insurrection qu'il a lui-même provoquée. Et c'est un homme heureux. Il adore ce qu'il voit. Voilà vraiment des gens qu'il aime. Il doit être assez flatté de voir que ses électeurs sont capables d'aller aussi loin. C'est un personnage qui est toujours au premier degré. On lui avait fait du mal en le privant de son élection. Et ben voilà, c'était bien fait. Incapable de réagir malgré les pressions de son entourage. Le vice-président, Mike Pence, l'appelle, ses enfants l'appellent, tous les grands élus l'appellent, et il ne répond pas. Mais en même temps, au bout d'un moment, il est quand même obligé de dire arrêtez, et il faut libérer le Capitole. Ce qu'il finira par faire dans un message enregistré en fin d'après-midi. Je sais que vous êtes blessé. L'élection nous a été volée. Mais vous devez rentrer à la maison maintenant. Nous avons besoin de paix. On sent que l'histoire bascule, qu'il y aura eu un avant 6 janvier et un après 6 janvier. 2 semaines plus tard, Joe Biden prête serment. President of the United States. Office of President of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Une cérémonie d'investiture à laquelle Donald Trump n'assiste pas. Amer, en colère, il a quitté la capitale fédérale quelques heures plus tôt, direction la Floride. Mais l'espoir de voir la page Trump définitivement tournée sera de courte durée. Car le battu refuse de quitter la scène. 6 semaines à peine après son départ de la Maison-Blanche, il est à Orlando devant une convention de conservateurs. Ce que nous avons vécu est unique. Personne n'a eu un tel parcours. Un parcours autant couronné de succès. Acclamé au cri de « On a gagné », il multiplie les allusions à son possible retour en 2024. Je vais continuer à me battre avec vous. Nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, gagner. Nous remporterons la victoire et l'Amérique sera plus grande et plus forte que jamais. C'est loin d'être fini.
Dès le début, il dit que justement, là, on a réussi à l'empêcher de rester à la Maison-Blanche, mais qu'il va se battre pour revenir. C'est très clair dans son esprit, ça, tout de suite. Trump ne s'est jamais avoué vaincu. Il n'a jamais reconnu qu'il avait perdu l'élection de 2020 et que Joe Biden est le président légitime. Mais à Washington, personne n'a oublié les événements du 6 janvier. Au Congrès, une commission d'enquête est mise en place. Nous devons chercher les réponses auprès de l'homme qui a déclenché tout ça. Une commission bipartisane, présidée par Liz Cheney, une républicaine pur jus, la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush. Cette commission auditionne des dizaines de témoins et d'acteurs de cette journée funeste. Il a dit quelque chose comme je suis le foutu président, amenez-moi au Capitole maintenant. Il a entendu dire quelque chose comme je me fous qu'ils aient des armes, ils ne sont pas là pour me faire du mal, ils peuvent aller au Capitole, laissez-les entrer. Cité à comparaître, Donald Trump, lui, refuse de témoigner. S'il avait accepté de se soumettre à ça, il aurait décrédibilisé sa marque de fabrique, témoigner devant l'État profond, adouber l'establishment politique, faire une genuflexion à tout ce qui le nie, c'est-à-dire le Sénat, les petits partisans, les petits marquis qui règnent sur leur pouvoir politique, c'est l'anti-Trump. Après 18 mois d'enquête, la commission conclut que Donald Trump doit être jugé au pénal pour son rôle dans l'émeute du Capitole. Le président Trump a convoqué la foule et a allumé la mèche de cette attaque. Liz Cheney dénonce une profonde faille morale et un abandon de poste, disqualifiant définitivement l'ancien président. Elle représente ce parti républicain un peu traditionnel, conservateur, et il est tellement en dehors de ses clous qu'elle s'est dressée contre lui, mais elle a été brisée. À l'élection suivante, Liz Cheney perd son poste à la Chambre des représentants, chassée par un candidat trumpiste. Je ferai tout ce que je peux pour que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale. À la suite de cette commission, la justice fédérale se saisit du dossier. Le procureur spécial Jack Smith mène l'enquête. Un grand jury de 23 citoyens américains est constitué. Après plusieurs mois de délibération, ce jury retient 4 chefs d'inculpation contre l'ancien président, dont complot frauduleux contre les États-Unis, complot pour priver les électeurs de leur droit de vote, complot pour faire obstruction à une procédure officielle. L'attaque du 6 janvier dans notre capitale était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Et comme le dit l'acte d'accusation, cette attaque a été provoquée par des mensonges. Convoqué devant le tribunal fédéral de Washington le 3 août 2023, Donald Trump est officiellement inculpé. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Il s'agit d'une persécution politique contre un opposant. Ça ne devrait pas arriver en Amérique. Et ce n'est pas la seule affaire à laquelle l'ancien président doit faire face. La justice l'attend au tournant, à Washington, à New York, en Floride et en Géorgie. Au total, 91 inculpations, avec à la clé des dizaines d'années de prison et des centaines de millions de dollars d'amende. Autant de rendez-vous devant les tribunaux dont va dépendre son avenir politique. Moi-même, je considérais que les questions juridiques seraient une question centrale de la campagne. Elles se sont évanouies. D'abord, il a de très bons avocats, Donald Trump, qui ont réussi, à force d'arguties juridiques, à décaler au maximum ou les procès, ou les condamnations, ou les prononcés de sentence.
Et voilà comment Donald Trump a réussi à passer entre les mailles du filet. En Géorgie, dans l'affaire du coup de fil au secrétaire d'État, c'est la procureure elle-même qui s'est disqualifiée pour avoir choisi comme amant l'un de ses enquêteurs. Elle est aujourd'hui sous le coup d'une procédure de destitution. Si on les disqualifie, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, reconstituer une équipe et qu'on tombera après les élections. En Floride, où l'ancien président était accusé d'avoir planqué dans sa propriété de Mar-a-Lago des milliers de documents classés défense, c'est encore plus simple. Là, c'est tout simplement le juge républicain qui a retardé le procès, et de telle sorte qu'il s'en tire. Quant à l'affaire principale, son rôle dans l'émeute du Capitole, la Cour suprême lui a accordé début juillet une immunité partielle, ouvrant la porte à d'interminables recours. La Cour suprême des États-Unis qui dit que pour des actions commises lorsqu'il est en poste, il peut bénéficier d'une immunité. Sachant qu'à la Cour suprême, sur les 9 juges, 6 sont républicains et 3 ont été nommés par lui. Le seul procès auquel il n'aura pas réussi à échapper s'est tenu à New York et concernait une affaire qui remontait à 2016. Alors qu'il briguait la Maison-Blanche, il avait acheté le silence d'une ancienne star du porno, Stormy Daniels, avec laquelle il avait eu une brève liaison. Mon avocat et moi sommes déterminés à ce que tout le monde connaisse la vérité et les faits. Des pots de vin qu'il avait ensuite fait passer dans ses frais de campagne. Et c'est là le crime que lui reproche la justice. Je suis très innocent. Pendant 3 semaines, Trump se rend tous les jours au tribunal, multipliant les incidents et les déclarations fracassantes. C'est un jour sombre pour l'Amérique. Tout ça, c'est l'œuvre de Biden et de sa clique. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre sans peur notre nation contre ceux qui veulent la détruire. Trump est finalement reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation. Mais le prononcé de sa peine est renvoyé à l'après-élection. Pas de quoi atténuer la fureur de ses partisans. Honte à ce jury démocrate et marxiste. C'est le jour le plus triste de l'histoire des États-Unis. Il va quand même être élu après tout ce qu'ils ont fait. L'électorat conservateur ne lui fera jamais défaut à cause de ça. Ça le renforce systématiquement. Les sondages augmentent à chaque fois qu'il a des problèmes avec la justice. Car la base du Parti républicain lui est plus que jamais acquise. 4 ans après, 70% de ses électeurs restent convaincus que l'élection de 2020 leur a été volée. Trump a gagné l'élection et largement. Donc c'est normal que les gens continuent à soutenir quelqu'un qui gagne largement. Qui sont-ils, ces Trumpistes irréductibles ? C'est une Amérique masculine, blanche et chrétienne qui considère qu'elle est en train de perdre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle de manière un peu méprisante, moi j'aime pas du tout cette expression, mais le petit blanc qui s'est senti exclu et oublié parce qu'il avait l'impression que c'était les minorités qui finalement intéressaient la classe politique américaine et surtout la classe politique démocrate. Trump est le premier depuis longtemps à nous parler, à nous dire « Je me souviens de vous, vous existez ». Il est le premier à avoir envoyé des chèques aux familles qui perdaient leur emploi avec la pandémie. Il a fait beaucoup pour combattre le chômage. Et c'est ça qu'il a su capter. Il a su capter la révolte de 30-35% d'Américains contre un système politique. Ils veulent renverser une table à laquelle ils pensent ne plus avoir accès. C'est une autre vision du monde. Et alors ça s'alimente par la peur du déclassement, par la peur de l'immigration, la rapidité du changement de la société américaine. Anti-avortement, pour les armes, pour Dieu, pour Trump. Voilà nos convictions.
Souvent peu éduqué, l'électeur de Trump vit dans une réalité parallèle. Voilà la solution au problème. La solution finale est juste ici. Ils ne s'informent plus que par les réseaux trumpistes. C'est-à-dire ils vont sur Internet, ils vont sur tous les réseaux sociaux. Qui les enferment au fond dans beaucoup de fake news et d'où il ressort toujours que Trump est le héros qui va les sauver. Pour s'adresser à eux, Trump n'utilise pas les médias traditionnels, les grands journaux, qu'il considère comme vendus à la gauche. Son arme, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a un usage plus modéré des réseaux sociaux, mais c'est quand même un conduit et un vecteur qui lui permet de parler directement à sa base électorale, et donc de mettre une proximité avec lui. Avec son slogan « Make America Great Again », emprunté au Reagan des années 80, Trump leur a donné un cri de ralliement. We are going to make America great again. Il y a une partie de l'Amérique qui a envie d'un discours hystérique, remonté, j'allais dire testostéroné. Et ça, il continue à hystériser un peu sa base électorale et elle adore ça. Je dis souvent, Trump, il a réussi à faire dans la société américaine ce que nous, on appellerait la liaison entre la manif pour tous, la protection identitaire, et les gilets jaunes, la protestation économique. Mais Trump a fait plus fort encore. Avec ses affaires à répétition, son bling-bling, sa violence verbale, le champion des MAGA a désinhibé l'Amérique. C'est-à-dire que les comportements brutaux, vulgaires, honteux, dont les Américains étaient comme nous tous parfaitement capables, étaient désapprouvés. Donald Trump leur dit « mais allez-y, c'est parfait, ne vous retenez pas et même allez plus loin ». Je parlais à un pasteur en lui disant « vous savez, monsieur le pasteur, quand même, la vie privée de Donald Trump et avec 3 petits points ensuite ». Et il m'avait répondu cette phrase extraordinaire, il m'avait répondu « mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, le roi David aussi était pécheur et pourtant, il a rempli l'œuvre de Dieu ». L'autre force de Donald Trump, c'est qu'il a mis la main sur le Parti républicain. Au printemps dernier, les primaires pour désigner le candidat à la présidentielle ont consacré son hégémonie. Il a effacé tous ses adversaires, il les a pulvérisés. Il a en fait tiré, noyauté, phagocyté le Parti républicain. Aujourd'hui, le Parti républicain, c'est le parti de Trump. Et puis, en face de lui, il a Senile Joe, Joe le sénile, comme Trump a surnommé méchamment Joe Biden. Ses chutes, ses gaffes à répétition. Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, aussi courageux qu'il est déterminé, mesdames et messieurs, le président Poutine. Président Poutine, il va battre le président Poutine. C'est le président Zelensky. Toutes ces marques de faiblesse sont exploitées par les républicains. Les images sont montées en clip et tournent en boucle sur les réseaux sociaux. This is Joe Biden's America. Failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Quand je parle avec des Américains, des démocrates, tout le monde me dit il est trop vieux. Il est trop vieux. Ils le savent. Ils sont effondrés à chaque petit dérapage de Joe Biden. Donc ça lui donne une image quand même très affaiblie par rapport à Donald Trump qui est quand même une bête de scène. Et il s'en donne à cœur joie. Il l'imite. Il le moque. And here's Biden. No, I said there will be. How many times do I have to say it? There will be no fracture. De son côté, protégé par son entourage, Biden s'obstine des mois durant à se présenter comme le seul capable de battre Trump. Mais
l'illusion se dissipe fin juin, lors du grand débat qui oppose les deux candidats. Ce soir-là, devant 50 millions d'Américains, Biden apparaît pour ce qu'il est, un vieil homme fatigué. Cette nuit-là, je regarde le débat et en fait je suis sidéré par la faiblesse de Biden qui prend coup sur coup. Son élocution, sa lenteur et sa difficulté finalement à être dans le coup, à jouer contre lui et à jouer en faveur de Trump. C'est vraiment l'électrochoc dans le camp démocrate. Est-ce que vraiment il va pouvoir tenir une campagne et 4 ans de plus à la Maison-Blanche? Les doutes ne font que monter. Biden mettra encore près d'un mois avant de jeter l'éponge. Fin juillet, son désistement prend d'abord la forme d'une lettre aux Américains publiée sur X, suivie d'une allocution à la télévision. Il y a un temps pour l'expérience nourrie par les années de service. Mais il y a aussi un moment pour des voix plus fraîches, plus jeunes. Et ce moment, c'est maintenant. Je pense qu'il a pris une décision sage. Il ne l'a pas prise sur le reculoir, je pense qu'il l'a prise avec un certain courage. Mais en réalité, il s'est accroché au rideau et on l'a tiré hors de la salle. Il a fallu que Obama, Pelosi, même Clooney, même George Clooney, Michael Douglas, tout le monde l'ont poussé dehors. Et là, c'est une nouvelle campagne qui commence. À 3 mois de l'élection, les démocrates n'ont pas d'autre choix que de désigner Kamala Harris comme leur candidate. La vice-présidente est encore peu connue des Américains, mais en quelques jours, elle s'impose par sa jeunesse et sa fougue. Continuons à nous battre, car quand nous nous battons, nous gagnons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Quand vous regardez les sondages de popularité de Kamala Harris, qui étaient peu connue, il faut le dire, du grand public, elle était restée dans l'ombre, les sondages sont sur une courbe ascensionnelle absolument fulgurante. Et d'un seul coup, les grands donateurs, notamment californiens, mettent au pot, parce que là, ils pensent que Kamala Harris a une chance. J'accepte votre investiture pour être président des États-Unis d'Amérique. Fin août, la convention démocrate lui fait un triomphe. Kamala Harris présente son colistier, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota. Notre prochaine présidente nous apporte de la joie. Elle déborde de joie. Un ancien prof de lycée qu'elle surnomme le coach. Avec sa bonne tête d'Américain moyen, il est chargé de ramener au bercail le vote populaire, égaré chez les MAGA. On voit que d'un seul coup, ça crée une dynamique. Donc pour Trump, c'est pas une très bonne nouvelle. On a vraiment le sentiment que Donald Trump est assez décontenancé, déstabilisé par le fait d'avoir perdu finalement son meilleur rival. Une femme de couleur, plus jeune que lui de presque 20 ans, et qui lui vole la vedette. Comment va réagir Donald Trump? Kamala, tu es viré, dégage. Comme d'habitude, par l'attaque. Avant, elle mettait en avant ses origines indiennes. Je ne savais même pas qu'elle était noire, jusqu'à ce que, tout d'un coup, elle devienne noire. Et maintenant, je ne sais pas, elle est indienne ou elle est noire? Trump fait du Trump. Ses attaques verbales dans les meetings, notamment, sont extrêmement violentes contre Kamala Harris et contre son colistier. On sent un engouement, ce qu'on appelle une Kamalamania, qui arrive aux États-Unis. Et face à ça, eh bien, Donald Trump manque d'arguments. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le-moi en face. Ce face-à-face, il a lieu le soir du 10 septembre, lors de leur unique débat à la télévision. Et là encore, Kamala Harris prend l'avantage. Le fait même que
c'est elles qui prennent l'initiative d'aller vers lui pour lui tendre la main est très significatif. Trump a été déstabilisé, évidemment. Et elle prend le dessus, quasiment physiquement, sur cet homme qui est très impressionnant, hein, qui est beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus massif. Donald Trump nous a laissé en héritage la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile. Et nous avons dû nettoyer le bazar laissé par Donald Trump. Et on sent un Donald Trump qui a peu de prise, finalement, alors qu'il va dans ses outrances habituelles. À Springfield, les migrants mangent les chiens. Ils mangent les chats, ils mangent les animaux domestiques des gens qui vivent là-bas. Elle le regarde avec, pas mépris, c'est pas ça, mais un regard, comment tu peux pas raconter ça. Et ça, elle le fait à plusieurs reprises pour montrer qu'il n'est pas crédible. Sa sortie sur les migrants qui mangent les animaux domestiques déclenche l'hilarité de la toile. Mais il n'empêche qu'une partie des Américains partagent l'obsession de Donald Trump pour l'immigration. Il faut dire que le nombre d'entrées illégales à la frontière sud des États-Unis ne cesse d'augmenter. Madame, partez tout de suite. En 2023, plus de 2 millions d'immigrants clandestins ont été appréhendés à la frontière avec le Mexique. Quand il était président, Trump s'était vanté d'ériger un mur de plusieurs milliers de kilomètres pour protéger cette même frontière. Il est vraiment très dur à escalader. En haut, c'est tranchant. Essayez de l'escalader. Et tant pis pour vous s'il vous arrive des bricoles. Non, c'est super dur de l'escalader. En fait, il est anti-escalade. C'est un super mur. En réalité, seuls quelques tronçons du mur de Trump sont sortis de terre. Mais la question reste brûlante, au point d'obliger Kamala Harris à faire le déplacement sur la frontière et à réaffirmer la détermination de l'administration. Ceux qui franchissent notre frontière illégalement seront arrêtés, déportés et interdits de revenir pendant 5 ans. Nous appliquerons les procédures criminelles les plus sévères aux récidivistes. Ce qui importe Trump, c'est qu'on parle de lui, on parle de ses idées. Bien sûr, il n'a pas fini son mur. Qu'importe que sa résolution n'ait pas été totalement achevée ou totalement appliquée. C'est lui qui a structuré l'agenda politique et donc, en ce sort, c'est une victoire idéologique pour lui. À l'approche de l'échéance, l'écart se resserre entre les deux candidats. Le moindre événement peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Fin septembre, l'ouragan Hélène frappe très durement le sud-est des États-Unis, causant plus de 200 morts et des centaines de millions de dégâts. En Floride, en Géorgie, des villes entières sont dévastées. On a besoin du gouvernement, ici et maintenant. Ni Biden ni Harris ne vont sur place pour ne pas gêner les secours, disent-ils. Trump, lui, n'a pas cette retenue. Il se précipite au chevet des sinistrés pour accuser le gouvernement de les abandonner et d'accorder la priorité aux migrants. J'ai eu le gouverneur, il n'arrive pas à avoir les secours. Bon, je pense qu'il va finir par y arriver. Il a essayé d'avoir le président aussi, il n'y arrive pas. Par sa présence, il montre qu'il s'intéresse à nous. Je veux dire, il est quand même venu au milieu de toutes ces destructions. Une inflation record, notre frontière ouverte à tous les criminels. On a vraiment besoin de quelqu'un comme lui pour nous protéger. Dans ces circonstances, l'intox est partout. Cette photo, par exemple, elle a fait le tour du web et pourtant c'est un faux, fabriqué par l'intelligence artificielle. Diffusée par les Trumpistes, elle est censée illustrer l'abandon des populations par le gouvernement en Géorgie, un État où chaque voix va compter. L'autre actualité qui parasite l'élection, c'est le Moyen-Orient. La guerre entre Israël et le Hamas a enflammé les campus américains.
Un mouvement pro-palestinien qui accuse les Israéliens de commettre un génocide à Gaza. Et reproche à l'administration Biden son soutien inconditionnel à l'État hébreu. Les jeunes, en général, évidemment, sont démocrates à 70-75%. Donc la question est, est-ce qu'ils vont voter? Ils ne vont pas voter Trump, mais ils peuvent s'abstenir. Les fractures qui divisent l'Amérique passent aussi entre les sexes. Trump le sait, qui choisit de s'afficher avec des influenceurs masculinistes, surjouant son côté macho. 61% des hommes vont voter Trump et 57% des femmes vont voter Kamala Harris. Macho toujours, quand il choisit de retourner à Butler sur les lieux mêmes de la fusillade de juillet, pour terminer le discours interrompu par la balle qui a manqué de le tuer. Notre mouvement pour rendre sa grandeur à l'Amérique est plus fort, plus fier, plus uni, plus déterminé et plus proche de la victoire que jamais auparavant. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est génial qu'il revienne ici et qu'il ait survécu. Je crois qu'il est le seul à pouvoir nous sauver. Trump n'est pas venu seul. L'homme le plus riche du monde l'accompagne. Elon Musk, le propriétaire de X, son plus fervent supporter et l'un des tout premiers donateurs du parti MAGA. Nous avons eu un président qui ne pouvait pas monter un escalier et un autre qui a brandi son poing après avoir reçu une balle. De son côté, Kamala Harris se veut transpartisane. Elle invite la républicaine Liz Cheney, l'ennemie juré de Trump, à l'un de ses meetings. Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais voté pour un démocrate. Mais cette année, c'est avec fierté que je voterai pour la vice-présidente Kamala Harris. Mais en réalité, après 3 ans d'une forte inflation, ce qui va peser le plus lourd dans le choix des Américains, c'est l'économie. Avant, je payais, disons, $100 par semaine pour mes courses. Maintenant, c'est 200. Alors, je ne sais pas si c'est le pain, le sucre ou le lait. Ce que je vois, c'est que tout a augmenté. Il paraît que ça baisse, mais moi, j'ai toujours rien vu. Même si le pays connaît pratiquement le plein emploi, la crise post-Covid a laissé des traces. Je travaille toujours le week-end. En fait, je travaille tous les jours, j'ai jamais un jour de congé. Il y a 4 ans, ça n'avait rien à voir, mais à l'époque, c'était quelqu'un d'autre dans le bureau ovale. Maintenant, il y a cette candidate. Je vois pas pourquoi elle arriverait à faire aujourd'hui ce qu'elle n'a pas réussi à faire les 4 dernières années. Dans les faits, Biden a plutôt bien géré l'économie. Il a fait des plans de relance, il s'est lancé dans la réindustrialisation du pays. Mais les Américains, finalement, considèrent que Trump est meilleur que Kamala Harris, certainement, dans ce domaine. L'élection va se jouer dans 7 États clés, les fameux swing states, et à quelques dizaines de voix près. On est en permanence dans la marge d'erreur. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Trump n'a jamais dit qu'il reconnaîtrait le résultat s'il était battu. Il y a toutes les chances pour que Donald Trump, si les résultats sont serrés, conteste les résultats. Il y a déjà des dizaines de recours, État par État. Fin septembre, le candidat échappe à une nouvelle tentative d'assassinat. Tandis qu'il joue au golf près de Mar-a-Lago, sa protection rapprochée repère un fusil braqué dans sa direction. Arrêté avant d'avoir eu le temps d'ouvrir le feu, l'apprenti tireur est encore un illuminé aux motivations mal définies. Mais l'épisode ajoute au climat de violence et fait craindre le pire en cas de résultat très serré.
cette violence par arme à feu dont lui-même a été victime, mais qu'il attise en même temps, elle montre à quel point, en effet, tout peut basculer extrêmement rapidement. Sachant qu'aux États-Unis, il y a plus d'1 arme par habitant. La violence aux États-Unis n'est pas qu'une violence par les armes à feu, ça n'est pas qu'une violence politique où l'on peut traiter son adversaire de tous les noms, de fou, d'arriéré mental. L'escroc Joe Biden est devenu déficient mental, c'est triste. Mais la menteuse Kamala Harris, honnêtement, je pense qu'elle est née comme ça. Je pense que les élections américaines se passeront mal. Et Trump jettera de l'huile sur le feu. Il peut faire appel au cœur même de ce que pensent ses électeurs. Que, il n'a jamais perdu en 2020, et que si on le fait perdre en 2024, c'est que la démocratie ne marche plus et qu'il faut la remplacer par autre chose.